Bonjour, rebonjour Patrick, parce que j'ai... Fredo. Ouais. Alors, Ouais. cette semaine, si tu veux bien, j'ai énormément de points à aborder. Je vais le faire rapidement. Bon, fais ce que tu veux. L'actualité est très très riche. On sent qu'on vit dans un pays où tout part en couille maintenant, hein. Alors voilà, j'ai 6 ou 7 points à aborder rapidement. Alors je n'ai cessé de te dire depuis notre première interview que pour moi le gros problème de la France c'est qu'on avait sacrifié l'industrie pour les services, hein. Je t'ai souvent dit que Georges Pompidou avait été le dernier président de la République à s'intéresser à l'industrie. Les autres ne s'y sont pas du tout intéressés. D'ailleurs la plupart du temps ils n'y connaissaient rien à l'économie, comme Mitterrand qui avait ses visiteurs du soir pour le regarder. Voilà. Donc il y a Jérôme Fourquet, l'excellent sociologue, dit les choses un peu autrement. On a sacrifié la production pour la consommation. Donc je t'ai souvent dit que le grand drame de la France, c'est qu'on avait sacrifié l'industrie pour les services. Et bien dimanche là, le 25 mai sur France 5 c'est pas une chaîne complotiste, hein, il y a une grande émission à 21h10, à une heure de grande écoute, qui s'appelle « Qui a tué l'industrie française ?» Ouais, dimanche, sur la 5 à 21h10, une émission « Qui a tué l'industrie française ?» Alors je vais regarder l'émission, mais qui a tué l'industrie française, à mon avis, ils s'y sont mis à plusieurs, hein. D'abord le capitalisme mondial, évidemment, hein. On fait fabriquer en Asie parce que ça coûte beaucoup moins cher, hein. Il y a peu de réglementation sociale et environnementale. D'abord, c'est une déviation du système capitaliste mondial. Ça vaut pour la France comme pour à peu près tous les pays occidentaux. Après, les écolos ont poussé à ça parce que, hop, on a exporté notre pollution. Nos hommes politiques n'ont rien trouvé à redire non plus, parce qu'ils n'y connaissent rien à l'économie en général. Ils sortent de la haute fonction publique, de l'administration, hein. Et puis c'était la société de la France sans usine. On allait pouvoir consommer pour beaucoup moins cher, évidemment, les produits étaient fabriqués en Asie pour beaucoup moins cher. Ça va être le bonheur perpétuel, hein. Voilà, le bonheur perpétuel, là, on consomme, on peut consommer plus parce que ça coûte moins cher. C'est fabriqué à l'étranger, dans des pays à faible coût de production. Oui, mais ça, c'est une vision à court terme. Ça peut marcher quelques années, mais à long terme, c'est une catastrophe, hein. On y est. On est arrivé à la réalité, hein. On est arrivé à la réalité aujourd'hui, hein. On est une France qui a énormément perdu au niveau de son industrie, sans gaz, sans pétrole, sans quasiment de matières premières. Voilà, donc ça devient très très difficile pour la France, hein. Même si par ailleurs, on a des gros atouts, hein. On est aux portes de l'Europe, bordé par des mers, des océans, c'est une grande richesse. On a des grandes infrastructures. On a un pays merveilleux pour le tourisme. Enfin, on a de gros atouts en France, mais on est quand même plombé par le fait qu'on a sacrifié notre industrie depuis des décennies, hein. Voilà. Donc dimanche sous la 5, dimanche là qui vient le 25 mai, à 21h10, il y a une émission qui s'appelle « Qui a tué l'industrie française ?» Voilà. Alors deuxième chose rapide aussi, Gérard Larcher, le président du Sénat, a donné une interview cette semaine au Parisien, qui est un journal macroniste financé par Bernard Arnault, et il a parlé essentiellement des 40 milliards d'euros d'économies que la France doit faire dans le budget de l'année prochaine, 2026. Hein. Alors Larcher est très ouvert, il a dit qu'il fallait négliger aucune piste, à part la défense. Lui, il veut qu'on sanctuarise la défense. Mais à part la défense, Gérard Larcher, président du Sénat, ne veut négliger aucune piste pour faire des économies. Qui commence par regarder autour de lui le train de vie dispendieux du Sénat et surtout le scandale qu'il y a eu récemment, le fauteuil à 34 000 euros qu'il a financé, hein, sous le perchoir du Sénat. Un fauteuil à 34 000 euros. Alors certains diront que c'est du mobilier ancien très cher, c'est vrai. Mais quand un pays est ruiné comme la France, est-ce que c'est vraiment une obligation de financer le fauteuil du président du Sénat à 34 000 euros, hein. Il faudrait qu'il le revende alors. Ouais. Gérard Larcher qui balaye devant sa propre porte, hein, au lieu d'aller chercher des économies ailleurs, hein. Voilà. Autre fait incroyable qui s'est passé cette semaine, on en a parlé ça par contre, le porte-parole du gouvernement, je ne me souviens plus de son nom, c'est une femme, membre de LR, qui a fait une déclaration incroyable. Elle a dit qu'on était arrivé à la fin du macronisme. Le porte-parole du gouvernement. Alors le porte-parole du gouvernement, il doit faire la promotion de la politique du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, c'est l'ombre du président. On se souvient de Jean-Louis Bianco sous Mitterrand, de Villepin sous Chirac. Le porte-parole du gouvernement, c'est l'ombre du président. Il est là pour porter la parole du gouvernement. Elle n'a rien trouvé mieux à redire qu'on est arrivé à la fin du macronisme. Alors, ça a quand même fait quelques remous. Mais elle est toujours en place, hein. Sous De Gaulle ou sous Mitterrand, elle aurait été virée le jour même, hein. C'était impensable. Alors
qu'un porte-parole sous De Gaulle dise qu'on est arrivé à la fin du gaullisme, ou un porte-parole sous Mitterrand qui aurait dit qu'on est arrivé à la fin du mitterrandisme. Enfin bon, là aussi, on est un pays où, en ce moment où ça part en couille à tous les niveaux. Mais elle est restée en place, cette femme. Hein. Voilà. Ah, c'est incroyable quand même. Oh, c'est incroyable. Alors là, ça fait des remous. Hein. Comment il s'appelle, l'ancien Premier ministre de Macron, là, Attal, il a quand même réagi. Il a quand même réagi, mais enfin, ça a réagi. Mais enfin, elle est toujours en place. Hein. Macron, ça n'a pas l'air de le gêner. Hein. Qu'est-ce qui te gêne maintenant, lui? Après, tu me diras, il avait placé aussi, comment elle s'appelait déjà, Sibeth, tu sais, Sibeth, oui, Elia, je crois plus. Elle aussi, elle tenait une couche. Elle, hein. Ah ouais, ah bah, celle-ci, elle en tient une couche. La porte-parole du gouvernement, donc je ne retiens pas le nom parce qu'elle en tient une couche, elle. Hein. C'est une sacrée cruche. Hein. C'est vraiment la reine des cruches. Elle s'est excusée le lendemain. Elle est toujours en place. Hein. Elle est toujours en place. Bon, autre événement qui a fait parler, c'est la CAF. Hein. La Cour des comptes, pour la deuxième année. La Cour des comptes, ce n'est pas des complotistes. Hein. La Cour des comptes, pour la deuxième année, a refusé de valider les comptes de la CAF. Ils ont détecté 6 milliards 200 000 euros d'erreurs, de sommes indues. Alors, attention, ça peut être autant des sommes qui ont été versées et qui n'auraient pas dû être versées à des allocataires que des sommes que les gens n'ont pas reçues, que des allocataires auraient dû recevoir et qu'ils n'ont pas reçues. 6 milliards 200 000 euros d'erreurs indues, selon les termes de la Cour des comptes. En bref, c'est le bordel le plus complet au niveau de la comptabilité de la Cour des comptes. Une chatte n'y retrouverait plus ses petits. Hein. Mais ne t'inquiète pas que personne ne va y remédier. Hein. On va augmenter les impôts à côté, c'est sûr. Oui, on va y remédier en augmentant. Oui, on est déjà numéro 1 mondial de la fiscalité par rapport au PIB. Ne t'inquiète pas, personne, y compris Macron, ne va remettre de l'ordre dans les comptes bordéliques de la CAF. Hein. Travailler à la CAF, ça doit être quelque chose. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je ne dirai pas plus. Hein. Si tu vois ce que je veux dire. Mais non, ça ne va pas changer. L'année prochaine, je pense que la CAF, que la Cour des comptes, à nouveau, ne validera pas les comptes de la CAF et ça va continuer comme ça, je ne sais pas combien d'années. Pendant ce temps-là, tous les milliards qui se sont envolés, des sommes qui ont été versées à tort ou ne pas versées du tout, eh ben, bon, c'est les classes moyennes et les PME qui vont payer. C'est les impôts, qui vont payer, mais rien ne changera à la CAF. Hein. Donc en moralité, la Cour des comptes, ça ne sert à rien. Bah oui, juste elle rend des rapports, notamment sur la dette publique, qui sont des préconisations qui ne sont absolument pas suivies par le gouvernement. Il y a des rumeurs qui courent en ce moment que le FMI pourrait gérer la France à la fin de l'année, hein, prendre les rênes des comptes, les rênes de la France. Je ne sais pas si c'est vrai, mais là, on est, comme le dit Jacques de la Rosière, un ancien directeur de la Banque de France, la dette publique est hors de contrôle. C'est exactement ça, il a raison de la Rosière. Voilà. Alors, c'est ce que je vais aborder aussi. Ah oui, important, Biden, évidemment. Biden, je t'ai dit, lors de nos interviews à l'été 2024, alors que s'engageait la course à l'investiture dans les deux partis démocrates républicains pour l'élection présidentielle américaine du mois de novembre, je t'ai dit que je craignais que Biden, vu son état de santé, ne puisse pas faire sa campagne électorale. C'était un homme qui, moi, m'apparaissait en très faible santé, des problèmes cognitifs évidents, parce qu'il confondait Zelensky et Poutine. Il était tout le temps désorienté quand il marchait faiblement, tout le temps désorienté, perdu. Et je dis, jamais Biden ne va pouvoir affronter une campagne électorale présidentielle américaine qui est très rude, où on répond à des interviews en permanence, où on se balade d'un État à un autre, des fois plusieurs au sein de la même journée. Surtout, ils vont dans les États où ils sont en difficulté, où le candidat est en difficulté. Puis jamais Biden ne va pouvoir affronter physiquement et psychologiquement une campagne électorale présidentielle américaine qui est très rude. Mais pendant ce temps-là, les grands médias français n'en parlaient pas, même les grands médias américains, peut-être par peur que Trump arrive au pouvoir, ils ne parlaient pas de l'état de santé épouvantable de Biden. J'en parlais, moi, mais les médias français n'en parlaient pas. Eh bien, la vérité, ça y est, la vérité éclate maintenant. Il y a un livre qui vient d'être écrit par 2 journalistes américains qui va sortir dans les prochains jours et qui dit que Biden n'a jamais été en état de gouverner. Hein. C'est ses conseillers et sa femme, très influente, qui dirigeaient tout en sous-main. Hein. Il fallait lui parler entre 10h et 5h de l'après-midi, sinon c'était pas la peine. On lui mâchait le travail. Et il est probable que les textes de loi, c'est même pas lui qui les a signés. Hein.
c'est son entourage. Il n'était pas capable de gouverner. Et puis surtout, on a appris que le pauvre Biden était atteint d'un cancer de la prostate quasiment au dernier degré, un stade 9 sur 10, avec des métastases partout dans le corps. Alors, des médecins ont dit qu'un cancer de la prostate aussi avancé, il faut des années avant d'en arriver là. Donc, savait-il qu'il avait un cancer de la prostate quand il était président? Je ne sais pas. Mais quand même, ce sont des gens qui sont entourés par d'excellents médecins. Donc, on peut penser qu'il savait, Biden, depuis très longtemps, qu'il avait un cancer de la prostate. Hein. Et les médias n'en ont absolument pas parlé. Bon, ça fait passer à Mitterrand aussi. Hein. Oui, mais c'est souvent arrivé. Hein, on va dire, on découvre la Lune. Hein. Que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est souvent arrivé que les grands médias cachent la vérité sous la mauvaise santé d'un président. Aux États-Unis, c'est arrivé plusieurs fois au cours du XXe siècle. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Le président Wilson, dans les années 1910, c'est lui qui avait géré le premier conflit mondial. Il avait fait, dans les dernières années de sa présidence, il avait fait un AVC, il était incapable de gouverner. Après, il y a eu Roosevelt, le président du New Deal et de la Deuxième Guerre mondiale, président américain. On cachait, à l'époque, il n'y avait pas les journaux, il n'y avait pas Internet et l'informatique, et c'était des films d'actualité. Mais on cachait aux Américains qu'il était devenu paraplégique suite à une grave maladie neurologique. On le voyait tout le temps dans les films d'actualité, assis sur un fauteuil à la Maison-Blanche, ou assis dans sa voiture décapotable qui saluait la foule, mais il était paraplégique dans un fauteuil roulant. On l'a caché aux Américains. Et après, il y a eu Kennedy, évidemment. Hein. Kennedy, notamment dans les dernières années, passait plusieurs heures par jour dans un fauteuil roulant. Il avait une grave maladie de dos liée à ses blessures pendant la Deuxième Guerre mondiale. On l'a caché au grand public. En France, on a eu Pompidou, hein, dans les années 70, hein, la fameuse grippe, la mauvaise grippe de Pompidou. Hein. Il était boursouflé parce qu'il prenait de la cortisone. Il n'avait pas une mauvaise grippe, il avait un cancer, il en est mort. Après, il y a eu la maladie de Mitterrand. On sait maintenant que pendant une grande partie de son deuxième mandat, Mitterrand ne pouvait pas gouverner à cause de son cancer de la prostate. Il était allongé sur un divan à l'Élysée avec une grande couverture sur lui. Chirac, c'est pareil. On sait maintenant qu'il était incapable de gouverner une grande partie de son deuxième mandat à cause d'un AVC et d'une dépression. Hein. Mais les médias le savaient, mais ne l'ont pas dit. Hein. Voilà, donc c'est un grand classique. Hein. C'est un grand classique qu'on ne dise pas la vérité au peuple sur la santé du président. Mais là, Biden, ils ont mal joué, les démocrates. Hein. S'ils l'avaient retiré à temps, hein, d'abord, ils n'auraient pas mis cette calamiteuse Kamala Harris à sa place, désagréable et wokiste. Ils auraient peut-être choisi un jeune loup du Parti démocrate, comme anciennement Obama, qui aurait, à mon avis, fait meilleure mesure face à Trump. Hein. Voilà. Donc ils ont eu tout faux, les médias, là-dessus. Par peur de Trump, ils n'ont pas dit la vérité aux gens sur la santé absolument déclinante de Biden. Hein. Voilà. Et puis, dernière chose, là, on va arriver au bout. J'ai rien oublié. Ah si. Choose France, le grand sommet de Macron. Choose France, tu sais, essayer d'attirer en France des investissements étrangers. Hein. Voilà. Ouais. Alors évidemment, les grands médias à la solde de Macron ont parlé d'un triomphe absolu. La somme de 37 milliards d'euros qui vont venir en investissement en France. On se bousculait pour venir investir en France. Écoutez, les grands médias, c'était un triomphe absolu. Alors il faut voir la réalité. Hein. D'abord, sur ces 37 milliards d'euros, les spécialistes en investissement public disent que ce sont des promesses d'investissement. Un tiers des promesses ne sont pas tenues. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, il faut voir aussi qu'il y aura des aides fiscales qui seront accordées à ces entreprises étrangères qui viendront en France. Hein. Ça, il faut les déduire, toutes les aides fiscales. Voilà. Donc ça sera financé par les impôts, encore une fois. Bon, bien sûr. Mais les entreprises étrangères ne vont pas s'installer en France, ou du moins pas en nombre. Il faut voir la réalité. La France est un pays qui est en récession, en faillite, parce que nous sommes en récession, en faillite, noyés sous le poids des impôts et des charges, des normes et des réglementations. Les entreprises étrangères ne vont pas venir s'installer en nombre en France. C'est pas possible. Hein. Donc les impôts des Français vont payer des entreprises étrangères pour travailler, tandis qu'on ne va pas payer des entreprises françaises. Donc les entreprises françaises payent des impôts pour les entreprises étrangères aussi. Il faudrait mieux, comme on dit beaucoup d'économistes, hors médias mainstream, il ferait mieux de s'occuper d'abord des entreprises françaises, hein, qu'elles soient plus profitables, qu'elles travaillent dans un meilleur environnement. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Alors, dans le même temps, Trump, il est parti dans le pays du Golfe, il a ramené 2000 milliards
de dollars de contrats. Voilà. Mais cette somme de 37 milliards d'euros d'investissement en France, ce n'est rien comparé aux chiffres de la dette publique française, 3300 milliards officiellement, aux chiffres des emprunts que la France a dû faire en 2024 pour se financer sur les marchés financiers, 285 milliards, un record, et cette année ça sera battu, ça sera au-dessus de 300 milliards d'euros que la France va devoir emprunter sur les marchés financiers pour se financer et pour payer ses fonctionnaires. Donc 37 milliards par rapport à tous ces chiffres d'emprunt, tous ces chiffres du montant de la dette publique française, c'est rien du tout. Voilà, donc là encore, on a des médias qui ne font pas leur travail, Voilà. Alors, dernière chose, il y a un livre qui vient de sortir sur les ZFE, tu sais, c'est un grand sujet ça, les zones à faible émission. On ne sait pas ce que ça va devenir, parce qu'il y a un projet pour interdire les vieux véhicules polluants des grandes villes, françaises et même des autoroutes. Donc, alors, Alexandre Jardin a publié un bouquin. Alexandre Jardin, c'est un écrivain français, fils lui-même d'un autre écrivain, Pascal Jardin, qui a écrit Le Nain jaune, qui était aussi, parce que son père était un grand scénariste du cinéma français. Il a scénarisé beaucoup de films pour Jean Gabin, Le Tatoué, Le Chat, et tout ça. Voilà. Donc, Alexandre Jardin a publié un livre qui s'appelle Les Gueux, que je conseille à tout le monde, et il explique qu'on est en train d'exclure des grandes villes les pauvres. On est en train de sélectionner la population, parce que les pauvres ne pourront plus rentrer bientôt. Si le projet est adopté, parce qu'il y a beaucoup de polémiques là-dessus, beaucoup de rumeurs qui courent, si le projet est adopté, tous les gens qui ont des véhicules très anciens et polluants ne pourront plus accéder aux grandes villes. C'est-à-dire ne pourront plus aller travailler éventuellement, aller à des fêtes de famille, aller chercher des divorcés, des enfants à l'école, enfin bref, des tas de choses. Alors, il a publié un bouquin, Alexandre Jardin, qui s'appelle Les Gueux. Édition Michel Lafon. On le trouve dans tous les marchands de journaux. Mais on peut le commander, ça coûte pas cher, 4,90 €. Donc, Alexandre Jardin se pose la question, mais comment a-t-on pu en arriver là? C'est vraiment salaud de pauvre. C'est la réplique de Gabin dans La Traversée de Paris, salaud de pauvre. Vous êtes des salauds de pauvres, on vous interdit de venir dans les grandes villes, où sont cantonnés maintenant les bobos, des bourgeois. Voilà. Alors comment a-t-on pu en arriver là? Parce qu'Alexandre Jardin, ça c'est une directive européenne. Alexandre Jardin a longtemps été pro-européen. Voilà. Et voilà ce qu'il dit. Au début, l'Europe c'était joli. On allait coopérer, arrêter les guerres affreuses, se mettre ensemble pour résister au monde entier. Beaucoup y ont cru, dont moi. On était tous des gentils écolos pro-baleine qui voulions le bien de la planète, la sauvegarde de la couche d'ozone, la responsabilité, plus de bien-être et d'avancée sociale. J'y ai cru aussi. Difficile d'être pour le mal. Et puis le Green Deal européen est arrivé. Le grand recadrage normatif techno. L'Europe, c'est alors devenu tout autre chose que l'ami des phoques. Une bureaucratie en charge du bien-être non négociable. La présidente de la Commission européenne a présenté Our Plan to make Europe the home of clean. Ça veut dire notre plan pour faire de l'Europe la patrie de la propreté. Fallait plus bouffer. Qui allait être pour la pollution, la saleté, les affreux. En route pour la manip. On a alors gentiment glissé vers une Europe bureaucratique qui peut désormais tout oser contre le citoyen gueux en régimentant les écolos technocrates du continent puisqu'elle défend le bien. Cette doctrine justifie la ségrégation pure et dure des ZFE. On a le droit de déclasser les classes moyennes les manants. Voilà. En gros, c'est salaud de pauvre. Salaud de pauvre, venez pas nous polluer de votre présence dans nos grandes villes qui sont tenues par les bobos, les bourgeois. Voilà. Ils interdisent aussi d'autoroutes les pauvres. Apparemment, les autoroutes aussi sont concernées par les ZFE. Mais attends. Mais pas contre les pauvres, est-ce qu'ils ont le droit de payer les impôts pour les autoroutes? Oui, bien sûr. Donc ils paient les impôts, mais ils n'ont pas le droit. Alors attention, en ce moment, c'est un sujet très sensible. Normalement, ça sera effectif au 1er janvier 2026. Ils sont en train d'installer des caméras partout dans les grandes villes qui, comme ça, vont pouvoir scanner les plaques d'immatriculation des voitures et les vieilles voitures qui sont polluantes vont être vont recevoir des prunes, je crois, des amendes. Je ne sais pas si c'est pas 135 €. Voilà. Mais bon, c'est un sujet très sensible. Le gouvernement essaie ils veulent pas revenir là-dessus. Le gouvernement en ce moment réfléchit beaucoup. Ils ont peur d'une révolte sociale. Il y a deux possibilités. Soit alors les ZFE ne concerneraient que Paris et Lyon. C'est tout. Et deuxième possibilité, le gouvernement a diligenté Bercy, le ministre des Finances,
pour essayer de donner des aides fiscales à tous les pauvres là, qui ont des voitures polluantes et concernées par les ZFE, anciennes et polluantes. Apparemment, on pourrait leur offrir, leur faire un prêt pour s'acheter une voiture électrique avec des mensualités allant de 100 à 150 euros, avec un abondement de l'État qui pourrait aller de 6 000 euros. Alors c'est un projet, le sujet est à l'étude à Bercy, au ministère des Finances. Mais le problème de Bercy, c'est que maintenant, on leur sert le kiki de plus en plus. Hein. Donc il y a un projet pour aider les manants à s'acheter des voitures électriques et à pouvoir continuer à aller dans les grandes villes. Ils auraient on leur ferait un prêt à rembourser, des sommes à rembourser de 100 à 150 euros par mois avec un fort abondement, abondement de 6 000 euros. Enfin, bref, pour l'instant, on ne sait rien du tout, mais c'est de plus grand flou sous les ZFE. On entend beaucoup de choses. Il n'y a que Paris et Lyon qui seraient concernés, que le gouvernement a peur d'une révolte sociale, ou alors on va faire des prêts aux pauvres, des prêts avantageux aux pauvres pour qu'ils puissent acheter des voitures électriques. Voilà. Mais enfin, ça a été décidé d'en haut, ça aussi, sans aucune concertation avec la base. C'est comme les DPE pour les logements. Hein. Ils veulent faire notre bien, mais ils veulent nos biens. Mais le problème, c'est qu'il faut loger de plus en plus de monde maintenant. Et il y a des tas de logements qui sont mal notés au niveau des DPE, des normes thermiques, et qu'on ne peut plus louer. Voilà. C'est des gens qui pondent des lois d'en haut, mais de plus en plus surtout, mais qui ne sont pas... ils pondent des lois d'en haut, mais ils ne sont pas en relation avec le terrain, avec la réalité. Hein. Voilà. Ils veulent faire notre bien à notre place. Quoi. Ouais. Donc les zones à faible émission, c'est en discussion en ce moment. Hein. Voilà. C'est en pourparler, c'est en réflexion en ce moment, on ne sait pas ce que ça va donner. Hein. Il y a le plus grand flou qui règne. Hein. Mais ce qu'a fait Alexandre Jardin est excellent. Il est sorti de sa zone de confort parce qu'il aurait pu fermer sa gueule comme tous les autres. Hein. Comme tous les autres écrivains, les autres artistes qui ferment leur gueule surtout maintenant, hein, qui pensent qu'à leur carrière. Il a ouvert sa gueule, Alexandre Jardin. Les gueux, on est des gueux. Les pauvres n'ont plus le droit, salauds de pauvres, c'est ça, salauds de pauvres. Ils n'ont plus le droit d'entrer dans les villes maintenant avec leurs vieilles voitures polluantes. Hein. Donc voilà. Et tu te l'es procuré comment ce livre? Hein? Je l'ai acheté dans un marchand de journaux. C'était à côté de l'Express, du Nouvel Obs. Je l'ai trouvé comme ça. Mais sinon, tu peux le commander. Hein. Tu vas chez ton libraire. Ça coûte 4,90 €. Alexandre Jardin, Les Gueux. C'est très facile à lire. C'est très court. 4,90 €. Voilà, on aura fait la promotion de ce livre qui en vaut le coup. Quoi. Bah oui, parce que Alexandre Jardin, il aurait mieux fait de fermer sa gueule. Hein. Comme tous les autres. Hein. Il aurait mieux fait... Il aurait pu fermer sa gueule, il ne l'a pas fait. Hein. Voilà. Et il dit notamment, en triant les voitures, on trie les gens. Il a raison. Hein. En triant les voitures, on trie les gens. Voilà. Alors, il n'y a peut-être pas une intention maligne des hauts technocrates européens d'avoir pondu ça, mais c'est des gens qui sont coupés des réalités, qui vivent dans leur monde à eux, qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise, qui ne connaissent pas le terrain, qui ne connaissent pas la vie des gens. Et en fait, tu as évoqué l'aide d'achat de voitures électriques qui sont fabriquées en Chine, il me semble. Ah oui, parce que la Chine, ils sont en avance sur tout. Hein. Donc en fait, on va, par nos impôts, aider l'achat de voitures étrangères. Et parce que les Français, c'est plutôt de l'essence, enfin des Ils sont numéro 1 mondial, les Chinois, au niveau de la fabrication de voitures électriques, comme d'ailleurs beaucoup de choses, hein, comme l'énergie solaire, c'est le numéro 1 mondial. Tout, hein. Donc la ZFE touche pratiquement exclusivement les voitures françaises, ou pas exclusivement, mais en tout cas en très grande partie. Quoi. Bah oui. En tout cas, toutes les voitures françaises, un jour ou l'autre, seront concernées. Parce que ça va. Ils vont pas s'arrêter là. Hein. Ils commencent. Ils ont ouvert une brèche. Ils vont. Puis bientôt. Ça sera les voitures de moins en moins anciennes qui seront interdites des grandes villes. Hein. Ils vont continuer, ça n'arrête jamais ces gens-là. Hein. Les voitures de moins en moins anciennes. Tu as vu, le contrôle technique était tous les 2 ans, maintenant ils veulent le porter à tous les ans pour les voitures de plus de 10 ans. Hein. Voilà. On vit dans un monde de normes et de réglementations à outrance qui saoule tout le monde, qui n'apporte rien à l'économie française. Voilà ce qu'on peut dire.
Voilà. C'est déjà pas mal. Hein. Voilà, et puis peut-être que je t'en parlerai une prochaine fois, mais j'ai acheté le Nouvel Obs cette semaine. Alors, je n'achète pas le Nouvel Obs, c'est pas un journal qui m'intéresse, mais là, il faisait un dossier spécial sur les personnes âgées, tu sais, sur les abus de faiblesse. D'après le Nouvel Obs, il y a de plus en plus d'abus de faiblesse qui finissent en justice. Des vieux qui sont très diminués par l'âge et qui ont du pognon, qui se font abuser, qui se font dépouiller. Ça peut être par tout le monde, des gens de leur famille, des aides à domicile, des associations, et ça se fait dans le plus grand secret et la plus grande opacité. Hein. Maria Koleva était placée sous tutelle. Elle avait quand même 2 appartements, donc elle était quand même elle avait beaucoup d'argent. Et finalement, ce qui a été décidé par la personne qui l'avait placée sur tutelle, c'est de l'incinérer et d'envoyer ses cendres en Bulgarie. Et de ne faire aucune cérémonie. C'était assez économe, quoi. Mais elle avait quand même des moyens de se faire autre chose, quoi, si elle avait été autonome sur le sujet. Alors, il faut faire attention. Si on a des personnes âgées autour de nous qui sont diminuées et qui ont du pognon, attention qu'elles ne se fassent pas dépouiller. Hein, parce qu'il y a de plus en plus d'abus de faiblesse maintenant, d'après le Nouvel Obs, qui finissent en justice. Hein. Alors, tu sais, maintenant, le problème, c'est qu'en France, on ne s'enrichit plus que par la rente et la succession. On ne s'enrichit plus par le travail. On ne s'enrichit plus que par la rente et la succession. On a un peu l'impression de revenir dans une situation d'avant-guerre, avant les 30 Glorieuses. On revient à une France notariale, patrimoniale, où on se mariait dans le même monde, où on se fréquentait dans le même monde. On a un peu l'impression d'un retour en arrière complet d'avant-guerre, avant les 30 Glorieuses, parce que les 30 Glorieuses ont quand même apporté beaucoup de positifs. Hein. 30 Glorieuses, c'était une période unique dans l'histoire de la France. Hein. Il fallait reconstruire la France après-guerre, ça se conjuguait avec de grandes industries qui embauchaient un tas de monde, tu avais de l'énergie pas chère, tu n'avais quasiment pas de chômage. Voilà, donc ça a permis à des tas de pauvres de devenir des classes moyennes, de pouvoir partir en vacances, de faire construire sa maison, qui était impensable avant, tu vois. Et puis bon, le problème, c'est que maintenant, les classes moyennes, dans le monde entier, pas seulement en France, souffrent de plus en plus. Hein. Même aux États-Unis, ont tendance petit à petit à disparaître. Donc maintenant, c'est malheureux à dire, mais on ne s'enrichit plus en France que par la rente et la succession. Donc il y a de plus en plus d'affaires comme ça, d'abus, de faiblesse sur les personnes âgées, expliquées. Voilà. Et il faut faire attention. Je vais lire, j'ai pas lu encore le Nouvel Obs, hein, mais je vais le lire. Il est en vente cette semaine là, sur les abus de faiblesse sur les personnes âgées. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'importance. Il y a de plus en plus d'affaires qui finissent devant les tribunaux. Je ne dis pas l'ambiance dans les familles. Hein. D'ailleurs, Jean-Paul Belmondo, je ne sais pas si tu étais au courant, aux dernières nouvelles, tu as plusieurs de ses enfants, parce que Belmondo a eu plusieurs enfants de plusieurs lits différents. Ils étaient en procès, parce qu'on s'est rendu compte que le Paul Belmondo, le mec avec les dents blanches, sourire gypse, il avait fait signer à son père des contrats d'assurance vie pour échapper à la succession. Hein. Ouais. Alors, il avait Alzheimer, je crois, sur la fin. Il avait fait un AVC, il était très diminué. Évidemment, on n'avait pas envie, Belmondo, on l'aimait, on n'avait pas envie de le voir comme il était, mais il était très diminué intellectuellement et physiquement. Et il y a une affaire qui était en justice, je ne sais pas si elle y est toujours, s'il n'y a pas eu un arrangement entre les enfants, un arrangement financier, mais apparemment, le Paul Belmondo, là, il avait fait signer à son père les dernières années des contrats d'assurance vie pour échapper à la succession. Enfin, échapper en partie à la succession. Voilà, mais ça c'est gentil encore. Hein. Là, attention, les tas de familles le font, ça c'est gentil, mais s'il avait eu toute sa tête, Belmondo, est-ce qu'il aurait signé ses papiers? Parce que les dernières années, il était très diminué intellectuellement et physiquement. Mais il y a beaucoup plus grave que ça, ça c'est gentil encore. Hein. Mais bon, il y en a qui se font dépouiller, des personnes âgées qui se font littéralement dépouiller. Hein. Par tout le monde, des aides à domicile, de la famille, des amis, des proches, par tout le monde, par des associations. Ouais, il y a aussi l'affaire de Johnny Hallyday qui est aussi assez proche. Oui. Oui, enfin bon, Johnny, hein, il était rock'n'roll dans tous les compartiments de sa vie. Hein. Ouais, c'est vrai que... Un ami à moi disait sur Johnny Hallyday, c'est l'histoire d'un pauvre type qui a eu une vie extraordinaire. C'est exactement ça. Mon ami est décédé maintenant. Mais Johnny Hallyday, c'est un pauvre type. Hein. Il vient d'une famille de la balle, il n'a pas eu de parents, il a été élevé par plusieurs personnes différentes de sa famille.
c'est l'histoire d'un pauvre type qui aurait pu mal finir d'ailleurs sur le rock'n'roll, qui a eu une vie extraordinaire. Il était heureux que sur scène, Johnny. Il était heureux que sur scène d'ailleurs. Je pense qu'il a jamais digéré son enfance. Son enfance misérable, hein. Il n'a jamais digéré. En plus, attends, on a appris récemment, c'est Thierry Ardisson qui le dit dans son dernier bouquin, que le père de Johnny avait été collabo pendant la guerre. Et son vrai père, hein, qui ne l'a pas élevé, son vrai père c'était un mec presque un clochard, hein, un clochard, un manant, il n'a jamais eu de travail, très instable. Il allait voir son fils dans ses tournées pour lui demander de l'argent. D'ailleurs, Johnny souvent refusait de le voir, mais bon, lui donnait quand même de l'argent. C'était un pauvre type, son père, hein, presque un clochard. Hein. Mais on a appris que ce type-là, il avait été collabo pendant la guerre. Ah bon, Johnny n'y est pour rien. Hein. Mais Johnny, c'est l'histoire d'un pauvre gars qui a eu une vie extraordinaire. Hein. Voilà, mais il était heureux que sur scène. Hein. Nathalie Baye, une de ses femmes, a déclaré récemment, quand elle allait le voir dans sa maison, je pense que ça s'appelle la ville, la Coquette, je ne sais plus. Ben, il passait ses journées devant la télévision, le regard vague. Hein. Non, il était heureux que sur scène. Et puis de toute façon, il ne pouvait pas être heureux, il buvait, il se droguait. C'était pas quelqu'un d'heureux. Hein. Il a jamais digéré, à mon avis, jamais digéré son enfance. C'était un gars de la balle qui a été élevé par une tante et plusieurs personnes de sa famille, qui n'a pas été élevé par ses parents, qui n'a jamais connu son père. Bon, il a eu la chance de naître à la bonne époque. Hein. C'était les années 60, le rock'n'roll qui venait des États-Unis, hein. Une nouvelle musique qui venait des États-Unis, une nouvelle façon de vivre, de penser. Il avait aussi un petit talent quand même, qui l'aidait un peu. Bah, tu sais, Johnny me fait penser à Edith Piaf. Edith Piaf, non, je ne regrette rien. Tu fais chanter la chanson par quelqu'un d'autre, ça fait rien du tout. Bah, Johnny, c'est pareil, hein. Fais chanter Que je t'aime ou Allumer le feu par quelqu'un d'autre que lui, ça fait pas pareil du tout. Hein. Il avait une émotion à transmettre, une angoisse à transmettre à travers ses chansons, une énergie à transmettre à travers ses chansons. Là aujourd'hui, hier, j'avais découvert il y avait une chanteuse qui chantait Véronique Sanson, ça doit être, je crois, Olivia Newton-John, je ne me rappelle plus de la chanson qu'elle chantait. Je trouvais qu'elle était en fait très bien, mais je vais écouter l'original de Véronique Sanson. Non, mais là j'ai découvert c'est excellent, Véronique. C'est excellent, Véronique Sanson, mais elle, c'est pareil, hein, elle s'est donnée à l'alcool. Elle a la voix bousillée par l'alcool. Mais c'est une très grande chanteuse, Véronique Sanson. Ouais, c'est vrai que c'est une intonation vocale. Ah ouais. Magnifiques chansons, des magnifiques chansons. Des magnifiques chansons, des grands artistes. Et ils n'étaient pas formatés comme maintenant. Les artistes maintenant qui de plus en plus sont formatés par les maisons de disques, par les télévisions. Là par exemple, là ce qu'on entend là actuellement. Là par exemple, c'est pas Véronique Sanson quoi. Bon, j'espère que ça ne sautera pas, mais comme ça au moins on peut avoir la comparaison quoi. Des grands interprètes, enfin des interprètes qui chantent leur âme quoi. Bah oui. Que des gars qui dégueulent de la musique. Le gouvernement. Voilà ce qu'on a maintenant. Ça manque. Johnny, il est né à la bonne époque. Hein. Tous ces gens-là, Claude François, c'est pareil. Hein. Là, il y avait une nouvelle musique qui venait des États-Unis, qui enchantait la jeunesse, une nouvelle façon de vivre, de penser. Ils ont profité de ça aussi. Hein. Ouais, comme d'habitude, Claude François est pas mal. Hein. Ah oui. Ça a été écrit par plusieurs personnes. C'est une chanson éternelle, ça. Ça restera toujours. C'est une chanson qui restera toujours. Un grand classique de la variété mondiale. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Mais c'est pareil, dans le cinéma français maintenant, t'as plus beaucoup de nouveautés. Hein. Ils refont des remakes maintenant, sans arrêt. Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo. Qu'est-ce qu'ils vont reprendre? Ah oui, de Victor Hugo, là, bientôt. Les Misérables. Ils vont faire Les Misérables. On l'a vu 40 fois. Ils ne font que des reprises, des remakes maintenant. Ils n'inventent plus rien. Hein. Bientôt, il y aura Fofon la Tulipe. Ils vont nous refaire Fofon la Tulipe. Ils n'inventent plus rien dans le cinéma français. On va nous refaire Thierry Lafrance peut-être aussi. C'est tous des fils d'eux maintenant. Avant, tu avais des artistes qui venaient de la rue, qui venaient de la balle, mais maintenant, c'est tous des fils d'eux, les artistes.
Aux États-Unis, c'est pareil, hein. Ils n'inventent plus rien. Hein. Star Wars numéro 9 ou 10, Mission Impossible numéro 5 ou 10, Spider-Man, Batman numéro 4, 5, je sais rien. Ce sont des films qui sont très bien faits, hein, avec des moyens financiers énormes. Mais ils n'inventent plus rien, les Américains, maintenant non plus. Il faudra regarder en Inde, je crois qu'il y a encore ils ont, du Bollywood là-bas. Comment En Inde, il y a Bollywood. Oui, oui, oui. Peut-être qu'ils font quelque chose. Hein. Mais bon, on a un peu l'impression que tout a été fait. Hein. Qu'en matière de chansons, de musique, de cinéma, tout a été un peu fait maintenant, même la littérature, et on fait que des remakes maintenant. Par contre, on vit une époque formidable pour les nouvelles technologies. On ne pourrait pas vivre sans. L'Internet, le portable, l'IA, même l'IA, qui a des côtés effrayants. Hein. Mais on vit une époque extraordinaire par rapport aux nouvelles technologies. Hein. Les progrès de la médecine aussi, notamment en matière cardiovasculaire, en matière de médecine des yeux aussi. Dans beaucoup de domaines, on fait des progrès extraordinaires, progrès de la médecine, progrès technique. Mais en matière, je pense, en matière artistique, on se répète, on ne fait que des remakes maintenant. Dans toute la chanson, la musique, le cinéma, tout. La littérature. On n'invente plus rien maintenant. On n'invente plus rien. Pas du moins, c'est mon opinion. C'est mon opinion. On a vécu quand même, c'est vrai, dans les années 60, 70, 80, avec de très très grands artistes. De très grands artistes maintenant. Ouais, le niveau n'est plus du tout le même. Hein. Ça se répète beaucoup. Hein. C'est vrai. Ouais. Merci à toi. Merci Fredo. Merci.